Je vais m'adresser à Frédéric. Donc, Vincent, tu as déjà posé quelques questions. Moi, j'en rajoute encore. À ton avis, à ton observation, est-ce que cette crise sanitaire est différente des autres ou est-ce que finalement, same old? Et si elle est différente, en quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la mise en œuvre de politiques de prévention en milieu carcéral, évidemment dans l'exemple africain, mais aussi au-delà? Merci, bonjour à tous, merci d'être connectés. J'ai envie de commencer par une citation d'un anthropologue qui s'appelle Carlo Kadef et qui a publié récemment dans le American Journal of Anthropology un article où il écrit après le pire, lorsque le pire est passé, la crise normale se poursuit. Et je trouve ça très, très intéressant que Vincent ait soulevé des points positifs qu'il identifie dans le cadre de la prise en charge du Covid en prison. Mon constat personnel, mais peut-être un peu sceptique, c'est peut-être ma nature, c'est que finalement, comme l'a très bien montré Vincent, l'épidémie de Covid met en lumière des choses qu'on savait déjà qui sont des problèmes structurels profonds de la santé carcérale, mais que au final, les réponses dont certaines ont été très rapides, finalement, ne vont pas parvenir à transformer radicalement les pratiques. Et quand la crise sera passée, on va retrouver, je le crains, des pratiques normales. En fait, Vincent, est-ce que tu normal. peux enlever ton partage d'écran? Comme ça, on verra les autres conférenciers. Excuse-moi. Pardon, Frédéric. Voilà. Alors, moi, j'ai pas comme je suis un anthropologue vieille école, j'ai pas de PowerPoint. Euh, donc, en fait, on voit bien à travers ce qui s'est passé autour du Covid que la santé en prison reste un parent pauvre, évidemment, du système carcéral. Et l'épidémie de SARS-CoV dans les prisons, en fait, ça permet vraiment de le rappeler encore une fois. Une fois déclarée, son expansion, en fait, dans les prisons a été favorisée par la difficulté d'organiser, ce que disait Vincent très justement, un dépistage massif et rapide de l'ensemble de la population carcérale. Et ça, c'est vraiment une question très importante parce que dans l'ordre des priorités, quand on n'a pas beaucoup de tests, on a commencé à faire des tests d'abord dans des cellules où on avait identifié des cas positifs et d'autres cellules où il y avait éventuellement des cas asymptomatiques n'ont pas été testés parce qu'ils étaient trop loin dans la queue et on a testé d'autres. Pour vous donner un exemple guinéen, on a testé d'abord les personnels des ministères avant d'aller finir de tester dans la prison. Et du coup, on a laissé le virus circuler dans des formes asymptomatiques parce qu'elles n'étaient pas visibles, mais ça ne veut pas dire que le virus n'a pas circulé. Et aujourd'hui, tous les chiffres sont… on ne peut pas vraiment s'appuyer sur les chiffres fournis, en tout cas pour ceux que je connais sur le continent, mais on est en train de travailler sur des approches sérologiques. Et quand on fait une approche sérologique, on se rend compte qu'en fait, la très, très grande majorité des détenus a été exposée au virus et n'a pas été protégée, en fait. On n'a traité que les personnes symptomatiques pour lesquelles on a éventuellement mis, c'était le cas à Conakry, un centre de traitement au sein de la prison qui couvrait l'ensemble des centres de détention de la Guinée, ce qui veut dire qu'une personne détenue identifiée éventuellement positive à 1000 km faisait le trajet jusqu'à Conakry avec tous les risques de contamination que ça comporte. Donc, on a donc impossibilité de faire un dépistage massif en temps réel de l'ensemble de la population, qui aurait été la réponse vraiment efficace pour tenir l'épidémie. Impossibilité également d'identifier les comorbidités, comme le souligne Vincent, je peux être que d'accord avec lui, il n'y a pas de dépistage systématique à l'entrée en détention de des pathologies présentées par les acteurs, si bien qu'avec le Covid, l'interaction entre une pathologie préexistante et le Covid n'a pas pu être anticipée, simplement parce qu'on ne sait pas exactement quel est le statut sanitaire de l'ensemble des détenus. Également, impossibilité matérielle de protéger systématiquement les personnes détenues ou le personnel travaillant au sein du système carcéral. On a distribué peut-être 2 masques par personne, mais qu'est-ce que 2 masques par personne pour une épidémie qui dure plusieurs mois et quand on vit dans des contextes où on est dans des cellules entre 20 et 60 personnes par cellule, voilà, il suffit de regarder ces chiffres-là qui, pour le coup, ceux-là sont assez justes pour se rendre compte qu'on est dans une impossibilité de vraiment agir. Également, évidemment, la surpopulation, le manque d'équipement et l'incapacité d'organiser
un isolement systématique dès le début des personnes, soit des personnes contacts mais non encore positives, ou des nouvelles personnes entrantes en détention qu'on n'a pas le moyen de tester avant de les placer en détention et donc de s'assurer qu'ils étaient négatifs. Alors qu'on est en tout cas pour les contextes qui sont celui du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, dans des contextes électoraux ou préélectoraux, avec une inflation de l'enfermement qui, effectivement, à Conakry, c'était le cas aussi, le système judiciaire a été clos, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la justice ne fonctionne pas qu'on ne met pas des gens en prison. Donc, et en fait, on observe une inflation des personnes mises en détention sans forcément passer par la case tribunal, simplement parce qu'ils ont été attrapés dans une manifestation. C'est le cas dans toute l'Afrique de l'Ouest dans les périodes électorales. Donc, en outre, l'application, et là aussi je suis bien sûr d'accord avec Vincent, l'application des mesures sécuritaires, interdiction des visites, interruption des activités collectives au sein des établissements ont été aussi négatives que le mal lui-même contre lequel on essayait d'intervenir. Et tout cela s'est fait au mépris des droits des personnes détenues et de leur santé au sens large. Et effectivement, au sens large, ça veut dire aussi de leur santé, bien sûr, de leur santé mentale, ou plus simplement de leurs besoins élémentaires. Cette situation a suscité de nombreuses prises de position dans la presse et qui ont été relayées, et certaines émanant de Prison Insider. Et donc, des chercheurs aussi sont intervenus et ces difficultés, pour souligner ces difficultés, et ces difficultés de la prise en charge de la Covid en détention, en fait, relèvent, ça a été dit par Vincent, mais je pense qu'on va tous répéter la même chose à cet égard, ça révèle les difficultés courantes, les caractéristiques des difficultés soulignées pour la santé carcérale, pour la santé en milieu carcéral. Et en fait, le Covid met la lumière sur ce point, comme s'il y avait besoin de le mettre, mais manifestement, il y a besoin de le répéter, et le Covid permet de ressouligner encore ces difficultés. En outre, dans ces difficultés, il faut souligner aussi ce qui est assez spécifique, en tout cas systématique dans les systèmes carcéraux sur le continent, c'est l'absence d'articulation entre le système sanitaire en prison, les infirmeries et le système de santé générale, avec une absence totale d'intégration, pas de supervision de l'un par l'autre, pas de formation des agents de santé carcérale par le système général sanitaire, quand bien même officiellement les infirmeries dépendent dans les districts sanitaires de la hiérarchie sanitaire. Ils sont l'échelon le plus bas en termes de capacité de soins, ils font des soins de santé primaire. Et en fait, le Covid, d'une certaine façon, renforce cette situation, puisque la réponse au Covid, elle s'est faite totalement en silo, et très peu, on a mis en place de manière ad hoc des systèmes de prise en charge épidémique, comme dans une urgence, sans s'appuyer réellement sur les systèmes de santé existants. Et donc, ce travail en silo est complètement déconnecté des systèmes de santé réguliers, n'a fait que se reproduire dans le cadre du Covid. Les carences alimentaires, elles sont évidemment fréquentes, les maladies de peau récurrentes, et les personnes détenues qui dépendent de leur famille ou des ONG pour se nourrir ont encore moins pu se nourrir. Tout ça a été souligné par Vincent. En fait, ce qu'on observe avec le Covid, c'est ce qu'on observe de manière très générale, même en temps normal, même pendant la crise normale, c'est l'illégitimité sociale de la population des détenus et la réticence des États à proposer aux détenus ce qu'ils ne sont pas en mesure de proposer en population générale. C'est un discours qu'on entend régulièrement sur le continent et qui s'est vérifié ne serait-ce que sur le choix de qui on teste ou qui on ne teste pas. On a testé dans l'urgence ceux qui manifestement étaient positifs et parfois on a pu au début de l'épidémie reconnaître un ou deux ou trois, voire 3 cas de décès de Covid. D'ailleurs, en Guinée, ça avait été présenté par Prison Insider. Aujourd'hui, en Guinée, on dit qu'il n'y a pas eu de décès Covid en prison. On dit que c'était une erreur. Non, il n'y a pas eu de Covid. Il n'y a pas eu de décès Covid. Donc, et ces deux arguments, l'illégitimité sociale et la réticence de proposer ce qu'on ne peut pas proposer
en population générale, l'ensemble, ce sont deux arguments qui sont mis en avant pour justifier une négligence. Et pour ce qui est de la prise en charge du Covid en détention, on peut parler d'une négligence ou d'un retour à l'allumage. Et pour avoir été un de ceux en Guinée, on a été plusieurs à pousser pour la prise en charge, on s'est bien rendu compte que ça a mis beaucoup de temps à être vraiment imprimé par les acteurs, que ce soit des acteurs étatiques ou des acteurs internationaux, et que l'intervention ne s'est développée que quand il est vraiment apparu que l'argument de la menace épidémiologique et de l'explosion de Covid en prison a finalement imposé la mise en place de quelque chose, mais qui arrive en fait assez tardivement. Parallèlement, et là encore le Covid est encore un exemple très clair de ça, on sait que les acteurs internationaux qui interviennent en prison ciblent essentiellement les pathologies avec un potentiel épidémique. C'était le cas avant le Covid, et ça s'explique, ce n'est pas simplement parce que les acteurs n'ont pas conscience qu'il y a d'autres maladies. On sait très bien que le vrai problème ordinaire et quotidien de santé des individus en prison, c'est la gale et le beriberi et la malnutrition en détention. Mais on sait que les grands bailleurs qui donnent de l'argent pour la santé en détention, ça va être, je vais aller très vite, Fonds mondial, UNAIDS, ça veut dire qu'on donne de l'argent pour traiter le VIH, le sida et la tuberculose. Donc ça limite le champ d'action des acteurs sur le terrain à ces maladies dans une logique de prise en charge populationnelle. Et pour le Covid, on voit exactement la même chose. Et je pense que j'aimerais me tromper, mais j'ai quand même le sentiment que la construction de la réponse au Covid dans les prisons s'est faite pour juguler l'épidémie dans les prisons et ça n'a pas été l'occasion de repenser de manière globale ce que c'est que produire du soin en détention. Et un exemple, au lieu de construire un CAT là où il n'y avait pas de CAT, les CAT, vous savez, c'est les centres antituberculeux, donc des espaces dans lesquels on peut mettre à l'isolement des détenus qui sont contagieux, que ce soit la tuberculose ou autre chose. Au lieu de faire ça, on a planté une tente au milieu de la cour, on a mis en place un système très efficace de soins pour le Covid, mais qui va disparaître à la fin de l'épidémie. Et donc, on a investi beaucoup d'argent dans un bâtiment qui est éphémère. Donc, sans surprise, la réponse à l'épidémie de Covid, comme je le disais, a visé à juguler l'épidémie naissante en détention plutôt qu'à répondre durablement aux questions de soins ou de droits des personnes détenues. Dans le cas de l'épidémie de Covid, donc ces réalités bien connues, celles que je viens de décrire, qui sont, j'ai envie de dire de façon un peu légère, que c'est la tarte à la crème de la santé en détention, tout ce qu'on vient de dire, on le sait depuis toujours, eh bien, ça s'est traduit pour le Covid par des interventions un peu tardives. Il faut attendre trop longtemps pour une intervention, et ça, c'est le fait vraiment que les populations de détenus sont pensées comme une population de seconde zone, donc moins légitime, donc moins rapidement prise en charge de tests. Et je dis ça tout en reconnaissant évidemment que la question des tests, de toute façon, en population générale, était compliquée. Il n'y avait pas de tests pour tout le monde. Donc, je suis conscient de ces réalités-là. Mais du coup, dans une économie de la restriction ou dans une économie du manque, les populations détenues sont évidemment encore plus en queue de peloton que d'habitude. Et malgré des libérations de détenus, qu'il faut souligner, effectivement, il y a eu des libérations de détenus, les causes structurelles de la surpopulation ne sont pas traitées. Les cellules restent surpeuplées, la population des détenus en préventive reste autour, pour citer la Guinée, on est entre 60 et 70% de détenus en préventive, dont des personnes qui ne devraient pas l'être légalement puisqu'elles ont dépassé le temps légal de la préventive. Les masques sont insuffisants. Il est impossible de parler de façon sérieuse de distanciation physique dans des environnements aussi contraints que ceux-ci. Et donc, il est du coup totalement futile de parler de distanciation ou même de port de masque dans des espaces où les gens sont confinés dans les conditions dans lesquelles on connaît. En outre, la réponse, je l'ai déjà dit, c'est souvent limité à des clusters. Vous savez, les clusters en épidémiologie, c'est des cercles de contamination, à des clusters de personnes symptomatiques, encore une fois. On teste une cellule, alors je le comprends parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests, on ne veut pas tester tout le monde, mais du coup, on ne s'intéresse qu'à la dimension visible de l'épidémie, et tous les asymptomatiques qui sont un nombre
très important, et d'autant plus important en Afrique où on sait que pour des raisons qu'il est difficile de détailler maintenant et qui ne sont pas complètement démontrées, mais il y a une forme à la fois la jeunesse et ce qu'on appellerait en sciences sociales les local biologies, c'est-à-dire le fait que les corps sont construits différemment en fonction des inégalités sociales, de l'histoire et aussi de l'exposition au virus, à différents virus, fait que en population africaine, vraisemblablement, le faible impact du Covid doit se comprendre aussi comme la difficile intégration du Covid dans le corps des populations, parce qu'il y a d'autres, il y a une immunité qui est plus forte, des virus qui sont plus en compétition avec d'autres, ce qui font que le Covid ne trouve pas sa place en population. Donc, on ne traite pas les asymptomatiques alors qu'ils sont nombreux et que la capacité de diffusion de l'asymptomatique est une réelle objet de discussion, mais qui mon téléphone pour vous parler, parce que traitement des cas cliniquement identifiés, mais pas de test systématique des détenus, asymptomatique reste non prise en charge. Non prise en charge, ça veut dire non isolé pour protéger des personnes qui seraient saines. Mise en place de traitements d'urgence, mais non durables. Une occasion manquée, en fait, de développer des lieux de prise en charge généraux pour toute pathologie épidémique en prison. Donc, globalement, en fait, personnellement, même si je souscris aux remarques de Vincent en disant peut-être ça va être mieux, on rasera mieux demain, et peut-être c'est une façon pour moi de répondre à la question sur Ebola. On a beaucoup dit, on a lu dans la presse beaucoup, oui, c'est formidable, l'Afrique s'en sort mieux parce qu'il y a un héritage d'Ebola. Je suis en ce moment en train de travailler à un papier comparatif avec des collègues burkinabés et sierra-léonais, et vraiment, quand on regarde concrètement de manière objective les mesures prises par des pays qui ont connu Ebola et d'autres qui n'ont pas connu Ebola, il n'y a pas de différence. La seule différence, sans doute, c'est dans la rapidité à mettre en place un contrôle à l'aéroport et dans l'application de mesures coercitives de gestion épidémique et dans un second temps de l'épidémie, pas au début, de suivi de contact. Là, il y a eu un vrai travail. Pour le reste, on ne peut pas mettre sur le compte de l'héritage d'Ebola la capacité des États africains à gérer, à avoir bien géré le Covid. Sans doute, les réponses sont plus complexes et sans doute ailleurs que dans la réponse institutionnelle elle-même. Et même pire, quelque part, le fait d'avoir connu Ebola a incité les acteurs à reproduire des mesures de prise en charge de manière non réflexive et en faisant comme si le Covid, c'est la même épidémie qu'Ebola et en faisant les mêmes choses, quitte même à reprendre des slogans d'Ebola et ainsi à provoquer des peurs. Je vous donne un exemple en Guinée. À la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, on parlait de le plan zéro Ebola en 60 jours. On a maintenant parlé du plan zéro Covid en 60 jours. Le résultat, c'est qu'il y a eu une baisse de 50% de la fréquentation des systèmes de santé parce que tout le monde avait peur d'être soit enfermé dans des centres de traitement, soit d'être contaminé, comme ça avait été le cas pendant Ebola, en étant pris en charge. Donc le Covid en détention rappelle encore une fois qu'il faut dépasser l'unique objectif de maîtrise épidémique pour prendre en compte la santé dans ses multiples aspects. Cela est d'autant plus nécessaire, il me semble aujourd'hui, que dans le contexte de défiance de l'État, de défiance généralisée des populations envers l'État, et d'augmentation de la population carcérale qui doit se comprendre avec le développement de la lutte contre le terrorisme, il me semble que la prise en charge sanitaire en détention est plus qu'un enjeu de santé, c'est aussi une façon de matérialiser le rapport de droits et de devoirs entre la population et les États, puisqu'une personne détenue n'est pas une personne qui n'est plus un citoyen, et matérialiser son rapport de droits et de devoirs avec l'État, rétablir la confiance, ça pourrait s'incarner, se matérialiser dans une vraie prise en charge sanitaire globale. Et ainsi, donc, en traitant globalement de la santé en prison, il me semble que les États africains, les autorités du continent et mais plus globalement les autorités des États en général pourraient finalement participer au rétablissement de la dignité et des droits des personnes détenues par l'État, condition, à mon avis, nécessaire à l'entretien de la citoyenneté
par-delà l'enfermement. Merci à vous. Merci.